Bonjour. Euh, Excusez-moi, je suis un peu intimidée. C'est la première fois que je fais ça dans une technologie comme ça. Alors, je vous souhaite bienvenue. Je suis Michèle Sirois, la présidente de PDF Québec, et nous sommes avec Nadia El Mabrouk, qui est à ma droite, et puis Madame Léla Lesbeth. Alors, nous abordons aujourd'hui la question du monde musulman dans les manuels ECR, pour des manuels donc du primaire. Et une première chose qu'on veut voir, vous allez avoir 3/4 d'heure de conférence et 15 minutes après pour pouvoir chatter et puis nous poser des questions. Donc, première chose pour comprendre les sujets qui nous ont amenés, c'est entre autres cette photo qui a été prise dans le manuel Vers le monde pour les enfants qui sont en 6e année. Vous voyez cette petite fille, on lui donne peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, un gros maximum. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir le commentaire qui est sous la photo, c'est Jeune marié berbère en Tunisie. Alors, vous voyez, c'est une photo de 5-6 ans, très bien habillée, cette petite fille, et on dit qu'elle est mariée. Et ce qui nous a inquiété encore plus, c'est le commentaire qui était associé, comme vous pouvez voir. Le commentaire qui est entouré de rouge disait que dans l'Europe médiévale, il n'était pas rare qu'une femme de 20 ans ait déjà 3 ou 4 enfants, puisqu'on se mariait très jeune. Donc, ce qui nous a inquiété, c'est aussi le commentaire qui suivait, c'est-à-dire, dans certains pays d'Afrique, il est toujours coutume de se marier à 12-13 ans et puis de se retrouver mère en très bas âge. Alors, ce qui ressort de ça, c'est le relativisme culturel. Qu'on banalise le fait de marier des jeunes filles avec des visages. Donc, on peut voir une photo d'une petite fille, une fillette. Alors, au Tchad, c'est tout à fait la situation. Effectivement, au Tchad, 2 mariages sur 3 concernent de très jeunes filles. 3 mariages sur 4 au Niger, c'est la même situation. Et on se dit qu'il y a sans doute des petites filles qui sont dans la même situation et qui reçoivent comme message que c'est pas tellement grave d'être sollicité pour se marier en très bas âge. C'est d'autant plus problématique pour nous que il y a actuellement à l'étude à l'Assemblée au Parlement le projet de loi 59 qui veut lutter contre les mariages forcés et les mariages précoces conduisent justement à des mariages, souvent sont associés à des mariages forcés. Donc on banalise dans les manuels scolaires, on banalise le mariage de très jeunes filles. Alors, notre conférence va porter sur le sujet, question, comment on va gérer cette diversité culturelle, comment on va gérer le vivre ensemble dans des sociétés qui deviennent de plus en plus pluriculturelles et plurireligieuses. On peut se poser la question si le cours ECR remplit sa mission de former des futurs citoyens et citoyennes. Est-ce qu'il nous amène à rassembler les gens au Québec, les citoyens, autour d'un projet commun, d'un contrat social, ou encore amènerait à compartimenter les citoyens selon leurs différentes religions? Comment elle pose aussi comme question, comment accepter les différences qu'il y a entre les groupes au Québec sans tomber dans le relativisme culturel absolu et qui empêcherait de développer un esprit critique? Doit-on tout accepter? Tout doit-il être toléré et encouragé? Et on va voir durant la conférence que le volet éthique, qui est pour nous un volet important dans la formation d'un enfant, est-il cohérent avec le volet de culture religieuse? Est-il cohérent ou est-il en contradiction? Alors, c'est pour ça qu'on vous allez voir, on va développer le sujet en 6 points. D'abord, on va voir comment fonctionne ou quels sont les objectifs du programme d'éthique et culture religieuse par le ministère de l'Éducation. On va voir quels sont les rites et les fêtes, les codes vestimentaires, les stéréotypes culturels. Cinquièmement, la différence entre islam et islamisme, où il y a beaucoup de confusion dans un certain livre en tout cas.
dans l'esprit des gens et finalement, quel est l'impact du vivre ensemble? Alors, je cède la parole à ma collègue Nadia El Mabrouk. Et alors bonjour, donc j'avais décidé de faire ça debout, mais je vais essayer d'être assise étant donné que je suis assise et que ça va bien. Alors donc je vais commencer par donner les grands points du programme éthique et culture religieuse. Donc ici on se concentre sur le cours au primaire. Donc c'est un cours qui est suivi tout au long des études primaires et secondaires de l'enfant, mais ici on parle du primaire. Alors, donc, simplement, comme vous devez le savoir, donc, il y a 3 compétences au cours éthique et culture religieuse. On a la compétence réfléchir sur des questions éthiques, donc la compétence éthique, la compétence manifester une compréhension du phénomène religieux, donc la compétence culture religieuse, et la pratique du dialogue. Alors, donc ici, je vais me concentrer sur la partie culture religieuse. Alors, la partie éthique, on est tout à fait en accord avec la partie éthique, hein, la partie éthique est importante. Elle éduque aux valeurs citoyennes. On voit qu'il y a un grand souci de montrer, d'afficher une vision non stéréotypée de tout le monde, des hommes et des femmes, un équilibre dans la distribution des rôles. Bon, on voit qu'il y a un grand souci d'égalité entre les hommes et les femmes, mais je ne parlerai pas du côté éthique, on va parler du côté de la compétence culture et religieuse. Et ce qui va ressortir, eh ben, c'est une grande contradiction avec le volet éthique. Et puis il y a aussi la compétence pratiquer le dialogue, qui est une compétence transversale, donc qui est utilisée dans les deux volets, mais pas de la même façon. Alors, pour le côté éthique, ben, ce qui est préconisé, c'est un dialogue constructif, okay, de délibération, alors que pour la culture religieuse, c'est plutôt un dialogue, ce qui est préconisé, c'est un dialogue de respect, donc de reconnaissance. On constate, mais donc disons, il y a possibilité de critique pour le constructif, mais pas pour le dialogue de respect, qui est celui qui est utilisé pour la culture religieuse. Ok, alors les objectifs du cours, ben, ils sont tout à fait louables, hein, voilà. Donc les objectifs sont l'ouverture à la diversité, au pluralisme, la poursuite du bien commun, et puis favoriser le vivre ensemble. Voilà. Et puis l'approche qui est affichée, qui est préconisée, c'est une approche non confessionnelle, neutre, objective, et puis sans aucune pression sur l'élève. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Alors moi, c'est en voyant ce que me rapportaient mes enfants qui revenaient de l'école, donc ce qui me rapportait de ce cours-là, qui a fait que je me suis posé des questions, parce que je n'ai pas trouvé que c'était sans pression sur l'enfant, je trouvais au contraire qu'il y avait une pression qui s'exerçait sur mes enfants. Alors ce que j'ai fait, eh ben, je suis allée consulter tout le matériel pédagogique, le matériel disponible pour le cours éthique et culture religieuse. Et donc, je suis allée voir tous les manuels scolaires qui sont approuvés par le ministère de l'Éducation, par le ministre de l'Éducation pour ce cours. Alors, tous les manuels scolaires du primaire et puis aussi les cahiers d'exercice LIDEC et puis d'autres ressources, comme le montrera Leïla plus loin là. Il y a un cahier d'accompagnement aussi pour les futurs enseignants. En fait, ce que j'ai pris, c'est tout ce que j'ai trouvé, tout le matériel disponible à la bibliothèque de didactique de l'Université de Montréal ici. Ok, donc j'ai fait une analyse, surtout une analyse d'images, mais aussi des textes, mais vous allez voir une grande analyse d'images parce que ces livres-là, l'image prend beaucoup de place dans ces livres, et puis l'image est très importante au niveau primaire pour transmettre l'information aux enfants. D'ailleurs, souvent, hein, vraiment, la majeure partie de la page est dédiée à l'image. Mais on a aussi étudié les textes, donc vous allez voir beaucoup d'images. Voilà. Et donc ici, je me concentre sur le côté islam, la représentation de l'islam. Alors il faut noter que on a un texte plus détaillé sur l'étude qui sera publié dans un livre collectif sur le cours ECR en août. Donc il sera à apparaître en août. Et puis pour la méthodologie, je ne vais pas pouvoir donner tous les détails de comment j'ai procédé pour choisir les images et tout ça, mais vous avez un texte, vous pouvez aller chercher le texte avec toutes les références
Il y a bon, en tout cas, vous avez les chiffres et tout ça aussi. Là, vous avez pas mal de détails dans un document qui est disponible sur la page de PDF Québec. Alors, bon, alors, donc, une partie, donc, ce qui est préconisé dans le programme, donc, on parle de montrer des rites et des fêtes. Donc, il faut mettre l'enfant en contact avec des rites et des fêtes des différentes religions. Alors, qu'est-ce qui est utilisé pour l'islam? C'est large, hein? Alors, donc, l'islam, c'est quelque chose qui couvre, comme vous savez, un grand nombre de pays. Là, je vais rien vous apprendre. Ça va de la Russie, en Arabie Saoudite, de l'Indonésie au Maroc, en passant enfin, par beaucoup de pays. Donc, c'est large. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme rite et comme fête? Et dans quel contexte? Alors, ce qu'on voit, c'est que c'est dans un contexte général. On parle de l'islam dans un contexte général. C'est bien rare, il y a des cas où des fois, hein, c'est le cas, mais c'est bien rare qu'on associe des pays. Okay. Donc, on ne dit pas où ça se passe. Et d'ailleurs, on ne dit pas si c'est l'islam sunnite, l'islam chiite, c'est l'islam, c'est les rites dans l'islam. Alors, par exemple, ici, vous voyez alors, au deuxième cycle du primaire, on dit qu'il faut parler des rituels de la mort, là, de mariage et puis d'enterrement. Alors ça, donc ça vient d'un manuel. Alors vous voyez, on parle de funérailles islamiques. Alors bon, ben, clairement, ça a l'air de se passer en Arabie Saoudite ou en tout cas dans un pays du Golfe, mais on ne mentionne pas ça. Hein, c'est simplement. Donc voilà, c'est dans un contexte général, donc en dehors de tout contexte national. Et puis, comme vous voyez, c'est assez conservateur, traditionnaliste. Hein. Alors, en fait, on ne se reconnaît pas beaucoup, Laïla et moi, dans ces images-là. Disons que c'est assez branché sur le passé. Et puis, ce que vous voyez aussi, c'est qu'il n'y a pas grand lien avec le Québec. Hein. Il y a, enfin, il n'y en a pas presque des photos au Québec. Au Québec, on fait des dessins plutôt. Ok, alors, donc dans ce contexte général-là, il faut choisir des rites. Donc, par exemple, au premier cycle du primaire, l'enfant doit être mis en contact. Donc, le programme, là, il dit qu'il faut être capable de nommer des rituels de naissance. Alors, donc, j'ai choisi ça comme exemple. Hein. Je ne peux pas passer à travers le rituel de mariage et tout ça. Comme je vous dis, il y aura plus de détails dans le texte qui va sortir en août. Donc là, j'ai choisi de vous montrer c'est quoi donc le rituel de naissance qu'on a choisi pour l'islam. Alors, c'est la haqiqa, bon, la hakika. Bon, alors là, et moi, on s'est regardé là parce qu'on ne savait pas ce que c'était la hakika. Voilà, j'ai demandé à des amis en Tunisie qui ne savaient pas ce que c'était. Voilà, alors qu'est-ce que c'est la hakika? Alors voilà ce qui est dit. Alors, à la naissance d'un enfant, la coutume veut que l'on souffle, la coutume, alors c'est pas la nôtre en tout cas, hein, veut que l'on souffle le even à son oreille droite, donc l'appel à la prière à son oreille droite, et l'iqam, deuxième appel à la prière à son oreille gauche. Bon, je ne peux pas tout lire, je n'ai pas le temps. 7 jours après la naissance, on célèbre habituellement une fête qui s'appelle Aqiqa. Alors, on donne d'abord le nom à l'enfant, puis on coupe ses cheveux. Ensuite, on sacrifie 1 ou 2 moutons. Bon, alors, où est-ce que c'est? Alors, donc, on ne dit pas, vous voyez, là, c'est général. Alors, c'est peut-être quelque chose qui existe, bon, mais c'est quelque chose de très particulier qu'on fait passer pour quelque chose de général. Bon, alors, nous, ce qu'on sait, alors, 7 jours après la naissance, on va rendre visite à la maman, à l'enfant, ça c'est vrai, on fait un cadeau, mais on ne coupe pas les cheveux et puis on ne fait pas ça. Bon, alors, il y a des gens qui disent le shahed, hein, disons, la profession de foi. Ashhadu an la ilaha illallah ou ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça s'arrête là, dans l'oreille, mais pas l'appel à la prière à droite et truc à gauche. Alors donc, voilà, donc c'est quelque chose de très spécifique qui est présenté comme quelque chose de général. Bon, alors, et quand on se renseigne un peu, on voit bien que c'est des rites intégristes, en fait, qui sont apparus avec les versions les plus fondamentalistes, rigoristes, avec le salafisme. Alors, il y a lieu de se questionner parce que vraiment, c'est le rituel qui a été choisi pour
en fait, pour presque tout, en fait, il y a consensus pour avoir choisi ce rituel-là dans presque tous les manuels. Alors donc, pourquoi on a fait ça, hein? Donc, quand on parle de diversité, bon, alors il faut faire attention de ne pas tomber dans la promotion de la Ummah islamique non plus, là, d'aller vers une uniformisation de l'islam, donc c'est un peu dangereux. Voilà, et puis donc, je voulais juste vous indiquer quelque chose. Alors ici, on dit qu'on sacrifie un ou deux moutons. Alors c'est intéressant, vous allez chercher et vous allez voir qu'en fait, on sacrifie un mouton si c'est une fille et deux moutons si c'est un garçon. Bon, alors ça, vous voyez, ça c'est quelque chose d'assez typique là. On cache ce qui montre un sexisme, disons quelque chose de différent entre les hommes et les femmes. Donc on cache ça pour permettre le dialogue de respect, pour pas qu'il y ait de critiques possibles. Alors ensuite, on parle donc dans ce qui est quelque chose d'important dans le programme, c'est de parler de code vestimentaire. Donc c'est un cours là où on donne beaucoup d'importance à la symbolique, hein, surtout au niveau du primaire, et donc on a besoin de symboles. Quand même le temps de. Excusez-moi. Bon, alors pour l'islam, eh ben, le symbole qui est choisi, le code vestimentaire qui est choisi, eh bien, c'est le voile de la femme, donc le hijab. Alors, c'est-à-dire que, en fait, à chaque fois, à peu près, là, peut-être pas à chaque fois, mais souvent, lorsqu'on veut signaler qu'on parle de l'islam, eh ben, on vous met une femme voilée. Alors, par exemple, ici, vous voyez, il y a un petit projet à réaliser. Excusez-moi. Ça, c'est dans un cahier d'exercice. Alors, on dit en équipe, trouvez le symbole de l'une de ces religions et donnez-en la signification. Alors, donc, vous voyez que le juif, il a une kippa, et puis la musulmane, elle a un voile. Okay, donc, c'est ça qu'on fait. Là, on utilise le juif avec la kippa pour représenter le judaïsme, et puis la femme voilée pour représenter l'islam. Alors, déjà, bah, vous voyez, hein, la grande contradiction avec le volet éthique. Alors autant en éthique, c'est important, hein, de ne pas stéréotyper, de montrer une vision non stéréotypée des gens, autant ici, en fait, on insiste sur les stéréotypes. Alors, de façon plus générale, donc j'ai fait une analyse approfondie de toutes les images dans un contexte religieux. Donc, dans les images où ça parle de religion, où on voit un symbole religieux, ou alors des convictions spirituelles. Et puis, j'ai compté le nombre d'images où il y avait des femmes seules, des hommes seuls, et puis des images où il y a à la fois des hommes et des femmes. Bon, alors ce qu'on voit, c'est que dans toutes les religions, enfin, il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Alors c'est parce que c'est l'homme qui est porteur en général, ben, c'est lui qui officie, c'est lui qui manipule les textes sacrés. Dans le judaïsme, c'est lui qui transcrit la Torah. Les femmes, on les voit plus à s'occuper des enfants, à faire la cuisine. Donc mais c'est plus l'homme donc qui est marqueur. Donc il y a toujours plus d'hommes. Il y a des religions où c'est plus marqué, comme le judaïsme. Alors l'islam, c'est le cas aussi, mais c'est moins marqué. Alors ben, justement, parce que ben, pour le judaïsme, eh bien, c'est l'homme avec sa kippa, avec son chapeau noir qui a été utilisé comme marqueur, alors que pour l'islam, eh bien, c'est les femmes, la femme voilée. Donc on voit beaucoup de femmes voilées. Ben, par contre, vous voyez que c'est la religion où il y a le moins d'images avec mixité, okay, avec à la fois des hommes et des femmes. Alors les femmes, ben, souvent, là c'est comme ça, on voit des jeunes filles souriantes avec un hijab, et on ne parle pas du hijab, hein, on parle de l'islam. Donc on la montre, et puis comme ça, et puis ensuite on parle de l'islam. Alors, mais vous voyez que c'est surtout donc, dans toutes les images à peu près, là, à peu près, on verra des exceptions, mais dans presque toutes les images, c'est ça, où on parle de l'islam et où il y a une femme, alors la femme est voilée. En fait, d'ailleurs, vous voyez que c'est surtout des petites filles, hein. Donc, par exemple, ici, vous voyez, ça, c'est une image dans un cahier d'exercice qui est supposé refléter une classe au Québec. Quand je vous dis quand c'est au Québec, c'est plutôt des dessins. Alors ça c'est supposé refléter la diversité. Alors, vous voyez, la diversité, elle est reflétée par des traits physiques et puis par une petite fille qui porte un voile. Alors ça, c'est une classe de deuxième année. En fait, c'est dans un livre de deuxième année primaire. Donc la petite fille, elle a comme 7 ans.
Voilà. Et donc, vous voyez d'autres images comme ça, avec des belles petites filles. Regardez, il y a tout le monde, toutes les petites filles ont envie de ressembler euh, à ces petites filles-là. Ok. Il me reste 2 minutes. Bon. Donc, vous voyez, en fait, ça s'apparente à de la promotion du voile, parce que toutes les petites filles ont envie de ressembler à ça, hein. Et puis, c'est présenté donc comme le code vestimentaire de l'islam. Alors, il y a des exceptions. Alors voilà, ici, par exemple, on voit une femme habillée de façon moderne. Alors, ce qui est caractéristique ici, c'est que l'image, en fait, elle est sur la même image. En fait, c'est pas nous qui avons fait le collage, hein, c'est comme ça, que des femmes en niqab. Alors, les femmes en niqab, vous voyez le commentaire, la légende, c'est musulmane portant le niqab. Et puis, la légende qui vient avec la madame ici, là, c'est musulmane habillée à l'occidental. Donc, elle est habillée à l'occidental. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut comprendre là-dedans. Elle n'est pas habillée à l'occidental, elle est habillée comme nous, hein. Elle est habillée de la façon moderne de s'habiller. En fait, c'est la façon la plus standard, la plus classique pour les musulmanes de s'habiller. Comme les hommes musulmans qui s'habillent. Voilà. Bon, et en plus, le niqab, donc quand même, hein, on peut quand même aussi dire que c'est un habit qui relève de la version la plus rigoriste qui soit de l'islam, mais on présente ça comme un habit, comme un autre dans l'islam. Des fois, quand même, on dit que ce n'est pas toujours le choix de la femme, je dois dire, mais jamais on dit que c'est une négation de la femme. On ne dit pas qu'elle est habillée à la saoudienne non plus. Et l'autre est Non, habillée à on ne dit pas l'occidentale. c'est ça. Bon, ça, j'ai mis une autre image. Donc ça, c'est une image, c'est simplement pour montrer que c'est possible. On peut présenter l'islam sans mettre de femme voilée. Donc, par exemple, j'ai trouvé une très rare image qui parle de l'islam avec une femme et qui n'est pas voilée. Et on comprend très bien que ça parle de l'islam, parce qu'en fait, on parle de la quatrième, de la troisième, le troisième pilier de l'islam, la zakat. On voit très bien, et elle n'est pas voilée. Alors, plutôt que d'en faire la règle, c'est l'exception. Bon, alors ici, par exemple, donc, c'est ça. Donc, le fait que le voile soit le code vestimentaire de l'islam, ça ressort des images et ça ressort du texte aussi. Donc, par exemple, cette petite fille-là qui n'est pas voilée parle de l'obligation de porter le voile. Bon, je n'ai pas le temps de tout lire, mais je vais simplement lire la fin là. Pour nous, musulmans, le code vestimentaire n'est pas seulement une obligation, il nous permet aussi de sentir que nous appartenons à une religion que nous aimons. Alors bon, et ailleurs, ça dit que c'est une obligation dans l'islam. Alors, premièrement, c'est faux, c'est pas une obligation dans l'islam comme le montrera Leïla. Donc, non seulement on présente quelque chose qui est faux, mais en plus, on présente une version intégriste. Alors, est-ce que l'idée, c'est de présenter une religion, un intégrisme religieux, ou est-ce que c'est représenter une religion? Est-ce que c'est un cours sans pression sur l'enfant quand on dit que l'enfant, là, se sent, elle met le voile parce qu'elle a de l'amour pour sa religion, mais toutes les petites filles ont de l'amour pour leur religion. Est-ce que ce n'est pas mettre de la pression sur les enfants? Alors ça, on peut s'en... Bon, alors pour la minute qui me reste, je vais essayer, donc je vais simplement... donc, ce qu'on voit là, une des grandes contradictions entre les deux volets éthique et culture religieuse, c'est les stéréotypes. Alors autant en éthique, on fait bien attention, je vous dis, on fait bien attention d'équilibrer les noms de filles, les noms de garçons, etc. Alors autant ici, les stéréotypes, on met l'accent dessus. Alors cette image, qui est un beau condensé de stéréotypes, c'est pour vous montrer que dans l'islam, les stéréotypes, c'est pas juste pour les femmes, hein. Je vous ai montré les femmes, j'ai pas le temps de... Mais les hommes, pareil, hein, on vous dit, et puis les hommes, souvent, ils portent la barbe. Écoutez, les hommes portent la barbe, mais mon père, il portait pas la barbe. C'est une version intégriste de l'islam, ça, de porter la barbe. Alors, et puis, bon, vous voyez comment il est habillé. Alors ça, c'est un dossier où il y a une petite fille qui fait un reportage au marché tous azimuts pour parler des codes vestimentaires et alimentaires. Et puis ça, c'est la page qui parle de l'islam. Alors, donc, donc c'est un stéréotype, donc vous voyez le marchand de tapis. En plus, donc, est-ce que vous en connaissez beaucoup des marchands de tapis habillés comme ça à Montréal? Vous me les présenterez si vous les connaissez. Peut-être que c'est ce qu'on voudrait en tout cas. Donc vous voyez que c'est souvent déconnecté de la réalité québécoise en plus.
Alors pourtant, le gouvernement se dote de balises pour une éducation non stéréotypée, hein. Alors dans le plan d'action gouvernemental pour l'égalité entre les hommes et les femmes, donc on prône de favoriser une socialisation non stéréotypée, s'assurer que le matériel didactique diffusé dans les écoles est exempt de stéréotypes et fait la promotion des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes. Alors oui, dans le volet éthique, oui. Mais alors, tout ce qui parle de religion, bon, est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, alors, voici un petit panel d'images qu'on peut trouver. Okay. Entre parenthèses, les images aussi de femmes voilées, on avait l'embarras du choix, hein. On a pris une petite sélection. Alors, voici, donc, voyez, alors, donc, prenons celle-là, ou celle-là, tiens. Alors, la chrétienne, elle a une croix dans le cou. Le juif, il a une kippa, ça c'est le musulman avec le chapeau. Ça c'est la bouddhiste. Alors c'est une femme quand même, c'est bien. Alors vous voyez, une robe orange et puis pieds nus. Et puis l'autochtone avec une plume. Alors les autochtones, il y a de quoi en dire non sur les autochtones. Donc, vous voyez, en fait, on porte les enfants à faire du profilage, en fait, du profilage ethno-religieux. Alors, est-ce que le profilage est autorisé? Est-ce qu'il est plus autorisé dans ce contexte-là? On peut se poser une question. Et finalement, donc je finis, c'est aussi, donc je voudrais aussi mettre l'accent là sur la confusion qui est faite entre traits physiques et puis symboles religieux, costumes religieux, etc. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on avait vu une classe où il y avait, pour montrer la diversité, alors il y a des enfants, donc il y a différents traits physiques et aussi un voile. Et alors, donc celle-là, c'est une autre image typique, donc c'est pas un collage qu'on a fait, hein, elle est comme ça l'image. Donc vous voyez, donc une hindoue avec le bindi sur le front, une musulmane avec son voile, une chrétienne avec sa croix, et puis un noir. Alors, un noir. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce que ça serait une religion d'être noir? Ou alors, est-ce que ça serait une race d'être musulman? Alors, dans ce cas, ça véhicule le message que si on critique des pratiques religieuses, eh bien, c'est du racisme. Hein, est-ce que c'est ça que ça veut passer comme message? En plus, ce texte-là, alors, il parle de laïcité. Alors, qu'est-ce qu'on veut véhiculer aux enfants? Est-ce que c'est vraiment un cours neutre qui ne met pas d'idéologie en premier plan? Ben, on peut se poser beaucoup de questions là-dessus. Alors voilà, et donc je cède la parole à Leïla maintenant. Mais peut-être il faut... Oui, non, je pense que passerai les diapos, non? Oui, Ah, bien. voilà. Donc le micro, il est là. Ah oui. C'est bon? Ok. Bonjour, donc voilà, je vais un petit peu continuer sur l'islam ou l'islamisme. Et ce que nous allons vous montrer maintenant, en fait, c'est un cahier. Je pense qu'on n'entend pas très bien. Ah oui, ok, d'accord. Alors on se déplace. Ça, c'est fixe, on ne peut pas Ah oui, bouger. d'accord. Alors là, je vais vous parler d'un cahier d'accompagnement qui est proposé aux universitaires, c'est-à-dire aux étudiants et aux étudiantes du département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, dans ce document qui a été fait donc à l'intention des étudiants, il est, vous voyez en haut, il y a écrit islam ou islamisme. Alors, islam ou islamisme, nous savons que ce sont deux définitions qui sont loin d'être équivalentes. On se demande pourquoi la personne qui a fait ce document a choisi justement de confondre islam et islamisme. Alors nous avons été chercher la définition de l'islam, ce que dit Larousse. Islam, c'est la religion des musulmans, c'est la religion de celles et de ceux qui adhèrent au message d'Allah. Maintenant, islamisme, religion politique, mouvement regroupant les courants les plus radicaux de l'islam, qui veulent faire de celui-ci non plus essentiellement une religion, mais une véritable idéologie politique par l'application rigoureuse de la charia et la création d'États islamiques intransigeants. Alors, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux enseignants? Qu'est-ce qu'on veut leur donner comme message concernant l'islam? Donc, vous savez, vous voyez, entre ce que vous a présenté Nadia
et ce qui est enseigné dans les manuels scolaires et ce qui est enseigné aux futurs enseignants, il n'y a pas une grande différence. Donc, on a fait le choix de faire la promotion de l'islamisme et non de l'islam. Alors, ce sont des erreurs très importantes et cette version fondamentaliste de l'islam que nous dénonçons. Alors, vous voyez bien dans l'encadré rouge qu'il est dit que le niqab, que le voile, le niqab, Le hijab. le hijab, pardon, que le hijab est une prescription coranique. Or, le hijab, il n'y a aucune prescription coranique dans le Coran, dans le livre sacré, où on oblige les femmes à porter le voile. Le hijab, il est question du hijab dans le Coran, et on parle d'un rideau qui sépare comment dirais-je, le lieu public du lieu privé. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire du hijab, comment le prophète était avec ses invités, et puis les gens donc ne voulaient pas partir, et Dieu lui a demandé, tu sépares d'un hijab ton lieu privé de ton lieu public. Alors, ils disent donc, c'est aucune prescription. Et dans le Coran aussi, on parle d'une écharpe en fait pour se couvrir la poitrine. Mais à aucun moment, on est demandé aux femmes de se couvrir les cheveux. Absolument pas. Donc, enseigner des faussetés, je trouve que c'est quand même, ça manque un peu de rigueur. Voilà. Alors là, on vous montre donc des femmes, effectivement, ce sont des musulmanes. Vous voyez donc un groupe de femmes à Ottawa. Vous voyez aussi donc, sur une autre image une femme portant le sefsari, c'est ça, sefsari, c'est le voile blanc qu'on voit beaucoup en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie et Algérie, mais en fait qu'on délaisse quand même, qu'on a beaucoup délaissé, et les jeunes généralement ne portaient pas le voile avant qu'il y ait le mouvement islamiste. Vous avez une berbère et puis vous avez les fêtes, comment les femmes s'habillent. Voilà, ça ce sont des images auxquelles je suis habituée, auxquelles nous sommes tous habitués. Donc, de quel islam on parle dans les manuels? Qu'est-ce qu'on veut, comment dirais-je, mettre dans la tête des enfants? Qu'est-ce qu'on veut marquer dans la tête des enfants? C'est-à-dire que demain, un enfant qui va me croiser dans la rue ou qui va croiser Nadia, est-ce qu'il va nous mettre l'étiquette de musulmane? Non, pour lui, on n'est pas musulmane, on n'a rien qui ressemble à une musulmane. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est faire du profilage ethnico-religieux, mais en même temps, c'est de nous stigmatiser. Nous sommes devenus des femmes justement à être montrées du doigt parce que nous ne répondons pas à ce qui est enseigné dans les manuels scolaires. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce la volonté politique du ministère de l'Éducation, puisqu'il a donné son accord donc pour ces manuels, pour que ces manuels soient entre les mains de nos enfants de l'âge de 6 ans. Première année, c'est 6 ans. 6 ans jusqu'à 12 ans, le primaire. Et si tel est le cas, nous sommes en droit de nous interroger sur ce choix, loin de faire l'unanimité dans le monde musulman qui est très divers et très varié. Donc, effectivement, on a créé un monde islamique, et c'est dans ce monde islamique qu'on a décidé de nous mettre. Voilà. Et on appelle ça donc la liberté de choix et d'expression. La diversité. Voilà, c'est la diversité, voilà. C'est-à-dire, il y a la diversité, mais pas pour les musulmans. Les musulmans ne peuvent pas être divers. Ils doivent ressembler au modèle que l'on leur a créé. C'est ce modèle-là, et puis ce n'est pas un autre. Alors là aussi, vous avez des photos qui montrent des enfants dans les écoles en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Et je peux vous assurer, moi qui étais enseignante en Algérie durant 23 ans, et je vais très souvent en Algérie voir ma mère qui est là-bas, et je vais voir mes collègues qui continuent d'enseigner, et c'est ce qu'il y a dans les classes, dans les écoles algériennes. Donc, a-t-on été, dans quel pays a-t-on été chercher ces élèves qui sont voilés à 5, 6, 7 ans ici au Québec? Donc, moi, j'aimerais bien, la question que je me pose, qui a participé à l'élaboration de ces manuels? Ils ont été demandés, ils ont fait parce qu'en fait, avant de faire un manuel, quand même, on s'informe sur la communauté qu'on va présenter aux enfants. Ne jamais oublier, l'âge des enfants, c'est l'âge du primaire. Alors donc, on veut faciliter le vivre ensemble. Je ne sais pas comment on peut faciliter le vivre ensemble en créant des barrières. Voilà.
Alors, on amène donc les enfants à s'identifier par leur appartenance religieuse. Alors, mettez-vous à la place des parents qui sont croyants, qui sont pratiquants, mais dont l'appartenance religieuse, ils ne la placent pas en premier lieu. C'est d'abord l'appartenance à une société, l'appartenance citoyenne qu'on met en premier. Donc voilà, on va aussi stigmatiser ces enfants. Alors, la diversité religieuse, oui, mais quelle diversité religieuse? Moi, je n'en vois pas dans les manuels. Il n'y a pas de diversité religieuse. Tous les musulmans doivent être pareils. Et toutes les femmes musulmanes doivent être pareilles. Voilà. Les femmes, elles s'habillent comme au temps du prophète, mais les hommes, non. Beaucoup d'hommes sont présentés avec leur deal, leur Nike, etc. Voilà. Donc, les uns vivent au XIVe siècle et les autres vivent au XXIe siècle. Alors, et là, ce qui nous surprend aussi, et on se pose des questions quand même très sérieuses, et c'est de faire la différenciation entre les sexes. Donc, dès qu'on présente une fille, il faut qu'on lui mette un voile sur la tête. Eh ben, c'est comme ça qu'elle est musulmane. Mais le garçon, sur une cour d'école, il n'a pas de voile sur la tête, il n'a rien. Comment allons reconnaître les petits garçons musulmans? Ah ben non, les petits garçons musulmans, eux, ils passent inaperçus. On les confond avec les enfants québécois et avec toute cette diversité que l'on vit au Québec. Mais la musulmane, non. Dans une cour d'école, il faut absolument la voir, qu'elle ait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Voilà. Elle porte le voile, et bien c'est celle-là qui est musulmane. Et moi qui suis dans les classes tous les jours, ben je peux vous dire que quelquefois, quand les enfants ne portent pas le voile, il arrive qu'on leur demande « Tu es musulmane ?» Et quand elle répond « Oui », « Ah, mais toi, tu ne portes pas le voile, hein, comme la fille qui est sur eux. » À moi, on me demande très souvent « Madame Leïla, vous êtes musulmane ?» J'ai dit « Oui, je suis musulmane. » Et j'assume, ceux qui portent le voile, ce n'est pas des musulmanes, ce sont des gens qui ont choisi une voie assez stricte de l'islam. Mais l'islam n'a jamais imposé à la femme de porter le voile. Il faut dire la vérité aux enfants. Et je suis obligée de corriger parce que je trouve qu'en tant que musulmane, c'est moi qui suis... je me sens insultée, oui. Voilà, je le dis. Alors, la diversité, je ne vois pas où est-ce qu'on la voit, la diversité. Même la diversité religieuse, elle est pour les autres, mais elle n'est pas pour l'islam. Si on parle de diversité au niveau de la société québécoise, on ne voit pas où sont les Portugais, où sont les Haïtiens, où sont les Vietnamiens, où sont les Irlandais. On ne les voit pas. Voilà. Où sont les non-croyants? Alors, les grands absents du cours culture religieuse, c'est les non-croyants. Alors, imaginez un enfant dont les parents sont athées, ils ont tout à fait le droit d'être athées, ils ne sont pas cités. On les a complètement effacés. Ils n'existent pas. Ces enfants-là n'existent pas. Pourtant, ils sont présents en classe. Alors, mettez-vous juste à la place d'un enfant de 5, 6, 7 ans, 8 ans. Vous imaginez les questions qu'il se pose à propos de ses parents? Je trouve que c'est très grave. Voilà. Donc, alors, voilà. Mais avant, c'est vrai, je me rappelle, les enfants s'identifiaient, ceux qui sont issus de l'immigration. Quand ils parlent entre eux, on entend, moi je viens d'Algérie, moi je viens du Maroc, moi je viens du Liban, moi je viens de Syrie. Et aujourd'hui, non, les autres les identifient par rapport à leur religion. Et ça va plus loin, parce que si un enfant musulman, et ça s'est passé pour ma petite fille, qui se permettent de manger un repas qui n'est pas halal, et elle s'est vue dire par un autre élève au primaire, hein, ça se passe en 3e année, ça veut dire 8-9 ans. Ah, tu manges de la charcuterie, tu sais, c'est pas permis. Et ma petite fille qui répond, oui, chez nous, le Dieu ne rentre pas dans la cuisine. Alors, est-ce qu'on a besoin de dire cela à nos enfants? Ou bien est-ce que nos enfants, on doit leur demander de cacher ce qu'ils doivent manger? J'ai un autre ami aussi, sa fille ne mangeait plus les yaourts qu'il lui donnait, parce qu'elle se faisait réprimander par les autres élèves, parce que le yaourt contient de la gélatine. Alors donc voilà le cours d'éthique et culture religieuse. Et je laisse Madame Sirois poursuivre sur le bien commun. Je ne sais pas comment on va le trouver dans cette cacophonie. Merci. Bon, alors en conclusion, regardons si les objectifs qui sont prévus pour le cours, est-ce qu'ils sont atteints? Est-ce qu'on a dévié par rapport à ce que les parents puis la société attend d'une formation d'enfants qui va sortir de 6 ans du primaire? Alors, première chose, c'est la poursuite du bien commun. Alors, c'est facile à savoir
de façon solennelle lorsque le premier ministre Jean Charest a inauguré, lancé la commission Bouchard-Taylor. Il a fait une déclaration solennelle qui dit, tous les mots y sont, entre guillemets, alors, quelles sont les valeurs fondatrices du Québec moderne? Alors, je lis l'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français et troisièmement, la séparation entre l'État et la religion. Eh bien, ça constitue des valeurs fondamentales d'après M. Jean Charest. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun accommodement. Elles ne peuvent être subordonnées à aucun autre principe. Donc, quand on se met à parler d'islam, islamisme, judaïsme et autres, mais de façon extrêmement stéréotypée, il ne faut jamais oublier qu'on s'adresse à des enfants pour qui l'image est très, très importante. Donc, on fait des contraintes aux enfants alors qu'on prétend les laisser libres. Alors, est-ce le ministère de l'Éducation, en ayant prouvé, je ne sais pas, de façon assez rapide, je pense, sans les regarder vraiment les manuels, est-ce qu'il remplit sa mission première, une de ses missions premières, qui est de former de futurs citoyens et de faire en sorte qu'on adhère, un ensemble adhère à un contrat social commun qui va créer une cohésion dans la société. Ça veut dire qu'on se doit, il me semble, dans les manuels, et j'espère dans les classes, enseigner des valeurs civiques, des valeurs communes, apprendre aux enfants leurs droits et leurs devoirs. Eh bien, la petite fille, juste celle on a parlé d'un mariage précoce, de façon banale, est-ce qu'on lui a enseigné ses droits si cette petite fille reçoit des pressions à la maison? Si la petite fille qui reçoit des pressions pour porter le voile très jeune, est-ce qu'elle va, une fois qu'elle a regardé tous ces livres-là qui lui disent « c'est ça qui doit être », est-ce qu'elle va s'adresser à l'école pour dire « j'ai des pressions ». OK? Alors, on les laisse seuls, même les enfants, à résister à un ensemble de pressions sociales, familiales, de leur quartier. Je pense que c'est très difficile. Alors donc, autre question qu'on peut poser au cours, est-ce qu'il est neutre et objectif? Hein? C'était une valeur qu'on devait développer, une approche neutre et objective. Eh bien non, la valorisation de la religion est très grande. Et on valorise la religion, il y a des croyants qui sont très solidaires et autres, il n'y a pas de problème. Mais dans les livres, dans la partie éthique et culture, dans la partie culture religieuse, c'est la religion qui fait, les croyants qui font preuve de bonté, qui font preuve de solidarité, et non pas l'être humain. Écoutez, moi je suis anthropologue et on apprend que depuis l'homme de Néandertal, l'être humain a comme développé une solidarité dans son groupe. Alors c'est pas propre aux croyants, mais il y a aussi, les croyants sont des êtres humains et ils ont ce comportement. Alors, on en arrive à des choses aberrantes dans un livre où qui a sauvé l'Afrique du Sud de l'apartheid, c'est Monseigneur Tutu, et Nelson Mandela n'existe même pas dans ce livre. Alors, on arrive, c'est toujours qui a enlevé la discrimination, la ségrégation raciale, c'est au Québec, on dit toujours Martin Luther King, mais là, on insiste bien pour dire que c'est le pasteur King. Et c'est toujours comme ça, on insiste constamment. Donc, c'est la religion qui est survalorisée. Également, on pratique une autocensure. On n'en parle pas par rapport au conflit entre les religions. D'abord, exemple, chiite, sunnite, c'est tout harmonisé. C'est la même chose pour le judaïsme. Il n'y a qu'un judaïsme, il n'y a qu'un islam, il n'y a qu'un chrétien. La variété est très faible, un peu plus pour les chrétiens. Alors donc, les conflits entre religions, là, sont pas abordés. Tout est beau. On dit au Québec, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Hein? Tout est harmonieux. Et on ferait prédominer les pratiques les plus conservatrices. Alors, est-ce que c'est ça le citoyen qu'on veut former, la citoyenne de l'avenir pour le Québec? Alors, c'est déconnecté de la réalité. Alors que l'enfant, il voit la télévision presque tous les jours depuis quelques années, ça explose, il y a de la guerre entre les groupes religieux, mais tout ce qu'il voit, lui, tout est beau. Alors, comment il peut être équipé pour saisir et comprendre?
Alors, en plus, il y a une contradiction, on a mentionné, donc si on veut conclure, entre autres, qu'il y a une contradiction entre les volets éthique et culture religieuse. C'est ce qu'a mentionné, entre autres, Nadia, que dans le volet éthique, on insiste beaucoup sur les facteurs d'émancipation de la femme et l'idéal, c'est un idéal d'égalité, une représentation égalitaire. Quand on arrive dans la culture religieuse, oh là, on doit tout respecter. Et l'enfant, on ne le stimule pas à critiquer ni à faire la part des choses. On te donne ça et tu dois respecter tout ça. Alors que dans les sociétés, la religion, les femmes ont toujours un rôle d'inférieur. Alors donc, on leur apprend que, elle doit être égale. Non, là, c'est correct si ce n'est pas égal. Alors donc, il y a vraiment un problème. Et quand on pense à la question de 1 ou 2 moutons, alors on camoufle, on ne parle jamais de certains sujets. L'impureté rituelle des femmes quand elles sont menstruées, on n'en parle pas parce qu'effectivement, on essaie de contrôler tout ça. Alors donc, tous ces tabous qu'on a, ça c'est des choses qu'on doit éviter. Ben oui, il faut respecter. Donc, si moindrement ça peut amener une critique, et ça c'est des choses qu'on ne doit pas amener. L'héritage, la moitié dans certaines religions, va aux filles, on ne doit pas aborder ce sujet parce que ça pourrait amener des petites filles à trouver qu'elles sont injustement traitées. Et c'est ce qui a amené d'ailleurs le Conseil du statut de la femme à faire dans son avis en 2011, son avis sur affirmer la laïcité, un pas de plus vers l'égalité des femmes avec les hommes. Eh bien, elles ont été amenées à considérer que dans une classe, un enfant qui poserait, ou si un professeur, ou s'il y avait un manuel dans les mains qui critiquait une religion, ben les parents diraient, ben tu critiques ma religion? Alors donc, il faut surtout pas se mettre en contradiction, donc il faut montrer que les beaux aspects, donc jamais de critique. Alors, l'avis du Conseil du statut de la femme amène, fait des recommandations et PDF Québec reprend ces recommandations que nous trouvons importantes et voudrions bien que le ministère de l'Éducation regarde sérieusement ce qu'il y a dans ces pages-là, entre autres, premièrement, éduquer aux valeurs civiques et aux droits de la personne. Ça devrait être un objectif premier, que l'enfant sache c'est quoi ses droits. Vous n'oubliez pas, la famille Shafia ne savait pas c'est quoi leurs droits depuis qu'ils sont petites. Il faut que les êtres humains sachent c'est quoi leurs droits et tout spécialement les femmes. Donc, deuxièmement, abolir le volet culture religieuse. Donc, garder le volet éthique, mais abolir la culture religieuse parce que conflictuelle. Troisièmement, reprendre ces notions-là. Oui, les enfants ne doivent pas sortir avec comme des analphabètes du phénomène religieux. C'est très important qu'il y ait des connaissances. Mais quand ils sont, et je pense que c'est la sagesse du Conseil du statut de la femme, entre autres, d'intégrer toute l'étude de ces concepts-là, de ces phénomènes-là, à l'intérieur d'un cours qui se donne histoire et éducation à la citoyenneté au niveau secondaire, quand l'enfant peut faire la part des choses, peut développer un esprit critique et faire des liens avec ces autres concepts et ces autres cours. Donc, quand il a acquis une certaine maturité. Sinon, on va se retrouver avec des enfants qui, comme mon petit-fils qui est arrivé lors d'un repas où est-ce que j'étais, mamie, est-ce que tu peux me dire si l'ange Gabriel est vrai, existe? Alors, imaginez, s'il pose la question à l'école, que peut répondre le professeur? Non, il n'existe pas, si elle n'y croit pas, oui, il existe. Il y a des enfants, un professeur qui a dit à l'enfant que c'était Dieu qui avait fait l'univers. Et puis l'enfant a dit non, c'est le Big Bang qui a créé l'univers. Et l'éducatrice a dit non, c'est Dieu. L'enseignante. Alors donc, vous voyez les contradictions qui se vivent. Alors, il y a un décalage par rapport à ce que l'enfant voit ailleurs, et il se pose des questions, mais il ne peut pas les poser à l'école. Et les livres, souvent, n'arrivent pas dans les mains des parents. Donc, ils ne voient pas ce qui est enseigné. Alors donc, PDF Québec recommande tout particulièrement d'enlever le volet et de le remettre tout l'aspect critique à un âge où l'enfant est capable d'absorber et de réaliser et de comprendre. Merci. Alors, il va y avoir une période de questions. Alors,
Voilà. Alors, en fait, j'ai deux questions en ligne. Une qui est arrivée avant. La première, c'est comment ça se manifeste en classe, le dialogue de respect? Alors, Oui, comment qui ça veut se répondre? manifeste en classe? En Je fait, je peux répondre. oui, étant donné que tu as des enfants qui sont directement impliqués. C'est Oui. ça. Moi, là, il y a une histoire qui m'a été, donc je pense que ça va bien répondre à la question. Là, il n'y a pas longtemps que ça s'est passé. Moi, j'ai mon fils qui est en 2e année du primaire. Et puis, c'est la voisine, en fait, qui a sa fille dans la même classe que mon fils, qui m'a rapporté l'histoire. Alors, apparemment, donc, dans le contexte de ce cours, il y a une petite fille qui a apporté un Coran à l'école. Mais sauf que personne n'avait le droit d'y toucher, à part une autre petite fille qui était musulmane. Donc, sa mère est sénégalaise, et puis, donc, elle est, voilà. Et donc, c'est ça. Donc, premièrement, ça relève toute cette idée de la pureté. Hein, donc, imaginez, ça rentre l'idée de la pureté et de l'impureté des choses dont on ne parle pas, par exemple. Hein. Alors, donc, le prof, il ne sait pas, comme on ne peut pas en parler, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, l'enseignante? Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment l'enseignante peut, s'il n'y avait pas ce cours éthique et culture religieuse, la prof, l'enseignante, je suis sûre, elle aurait dit, mais écoute, là, soit tout le monde peut le toucher, ou alors tu ranges ton livre. Mais dans le cadre, étant donné que dans le cadre de ce cours-là, en fait, on encourage les enfants à apporter, hein, ils sont supposés apporter des choses de leur religion et tout ça. Donc, c'est normal que la fille apporte son livre, et puis on doit un respect absolu. Alors, l'enseignante, moi, je ne lui en veux pas, elle est mise devant, en fait, donc, alors qu'est-ce qu'elle a répondu, l'enseignante? Je ne sais pas tout à fait, mais ce qui m'a été rapporté, c'est que mon fils a fait remarquer que lui aussi, sa maman était tunisienne. Et l'enseignante a dit, ah oui, c'est vrai, sa maman est tunisienne, mais alors là, elle n'était pas sûre quand même que mon fils puisse toucher au Coran. Alors en plus, vous voyez, on les met devant la situation où où elles se sentent dans l'obligation de discerner entre la vraie, celle qui porte le voile, c'est facile à reconnaître, et puis moi je ne suis pas voilée, fait que est-ce que je suis une vraie musulmane? Donc je n'en veux pas à l'enseignante, parce que voilà dans quelle situation le dialogue de respect, et voilà ce que ça entraîne concrètement. Donc il y a des choses dont on ne peut pas parler, hein, la pureté et l'impureté. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, c'est une interprétation des parents de cette petite fille-là, et puis l'enseignante doit respecter. Alors voilà. Alors, une autre question. Qui a décidé que on ne pouvait pas être exempté de ce cours? Mais je pense que c'est dès la conception, c'est même allé en cours. Il y a des parents catholiques qui se sentaient lésés. Avant, il y avait l'option qu'on pouvait avoir un cours de morale, puis on n'était pas obligé d'avoir un cours de religion. Donc, les parents avaient la possibilité de faire un choix pour que leur enfant ne vive pas de dissonance cognitive, qu'on dit en termes savants, par rapport à ce qui était vécu, qu'il y avait une cohérence. Les enfants, et ce cours est devenu obligatoire, les parents catholiques qui l'ont réclamé, c'est allé jusqu'en Cour suprême, je crois, ont été interdits, ils doivent tous suivre la même chose. Alors, interdiction. Il n'y a que de pouvoir être exempté. Alors, la même chose est arrivée quand ça a été demandé par une école, Collège Loyola, une école confessionnelle. Là, la Cour suprême a dit, OK, pour l'enseignement catholique, puisque c'est catholique, chrétien, vous pourrez enseigner comme vous pensez que ça doit être enseigné selon votre religion. Mais pour les autres, vous soyez neutre et objectif. Alors donc, il y a eu 2 jugements de la Cour suprême qui dit que ce cours, il est figé. Je ne sais pas comment le ministère de l'Éducation va répondre à la demande qui vient de la Cour suprême, en fin de compte, pour adapter que des fois, on peut enseigner selon sa culture, sa religion, puis d'autres fois non. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de religions à ce moment-là qui ont dit, ah, je vais faire mon enseignement selon ma foi. Alors, je ne sais pas comment ils vont être objectifs par rapport aux autres foi, aux autres religions.
Un commentaire, question. Pour moi, anthropologue de formation, excusez parce qu'il y a des questions qui s'ajoutent, alors ça bouge à l'écran. Cette démonstration révèle que ce cours offre un mélange total entre culture et religion, des visions folkloriques et stéréotypées révoltantes et une réduction inacceptable de la diversité des peuples. Les enseignants doivent s'arracher les cheveux. Que veut-on enseigner au juste à ces petits du primaire? C'est la question qu'on se pose. Alors en tout cas, quand on parle de pluralisme, ben, on a du mal à voir le pluralisme là-dedans. En tout cas, on ne le voit pas. Là, ici, on parle de l'islam principalement. Je ne sais pas si on le voit beaucoup pour le judaïsme non plus, parce que le judaïsme aussi, hein, on voit beaucoup d'assidiques. Hein, les livres montrent beaucoup ben, les extrémismes religieux. Voilà, bon. Ça serait pas mal mieux de montrer la diversité culinaire, la diversité, les mamans, qu'est-ce qu'elles font à manger, le couscous, enfin, il y a la musique, il y a la danse, il y a les habits traditionnels, l'artisanat. On est très fiers de notre artisanat en Tunisie. Mais tout ça, c'est de la diversité culturelle. Voilà, c'est beaucoup plus facile de partager la cuisine, hein, un plat de couscous, tout le monde est d'accord. C'est beaucoup plus facile de partager ça que de partager une religion. Une religion, ça ne se partage pas. En fait, ça cloisonne les gens, les religions. Et ça divise, hein? On dit souvent, si tu veux que ta soirée soit ratée, parler politique ou parler religion. Et là, on survalorise la religion, alors qu'on veut créer des liens, il paraît, d'acceptation. Une autre question qui va un peu dans le sens que vous aviez posé tout à l'heure. Quels musulmans ou quelles musulmanes ont contribué à l'élaboration de ce cours? C'est une question qu'on pose. Justement, c'est la question qu'on se pose. Et puis, de toute façon, ça fait longtemps que la question a été posée. Ça fait dès l'apparition de ce cours. Mais nous n'avons eu aucune réponse du ministère. C'est drôle. Le ministère reste complètement muet à ce sujet. Au niveau des maisons d'édition, il n'y a eu aucune réaction aussi des maisons d'édition parce que il est vrai que le ministère, c'est lui qui a eu le mot de la fin, mais aussi les maisons d'édition. Je ne sais pas, moi je pense que les personnes qui ont fait ça au niveau des maisons d'édition, elles vivent avec nous, elles sortent dans la rue et puis elles voient qu'en fait, ces sociétés, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes ou qu'elles soient juives ou autres croyances, on est multiples, on n'a pas il n'y a pas un seul modèle de référence. Je voudrais rajouter quelque chose quand même. Ici, on ne fait pas une critique des maisons d'édition. Moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est comment le programme était utilisé, enfin, pratiquement, dans la pratique, comment ça se traduit. Et je comprends très bien que les maisons d'édition doivent suivre le programme. Alors, ce n'est pas une critique des maisons d'édition que je fais ici. Je me pose la question sur l'applicabilité du programme. Et aussi, moi, j'ajouterais, c'est que souvent, on va dire, ah, mais c'était une exception parce que ça fonctionne dans l'ensemble, vous êtes mal tombé, ou non, c'est conforme au programme, conforme aux premières conceptions du programme. Et à l'intérieur, c'est sûr qu'il y a eu des rapports, il y a des gens qui sont amenés, écoutez, la KICA, c'est des choses qui sont pas connues, sauf très marginal, ben ça donne, j'imagine, qu'ils sont allés faire une recherche, je n'ai aucune idée, ou que c'est vécu dans une particularité de leur région. Une autre question, selon vous, de quelle manière pourrait-on aborder ces sujets en histoire et éducation à la citoyenneté pour à la fois refléter la diversité sans tomber dans la généralisation, et ce, avec peu de temps? Ben, on a des cours d'histoire, on a des cours de géographie, hein, il y a beaucoup de cours de géographie, il y a beaucoup de cours d'histoire. La religion, en tout cas l'aspect religieux, bien sûr, se place lorsqu'on parle de différents territoires, en sociologie, on peut parler de religion, mais ça s'intègre parmi les autres aspects de la vie humaine. Il y a aussi pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument parler de religion à un enfant du primaire? Ça aussi, est-ce qu'on peut se poser de questions? Quand on voit comment se démènent les enseignants pour pouvoir appliquer le programme du ministère de l'Éducation, quand on voit que nous manquons de temps pour la langue française, que nous manquons de temps pour les mathématiques, que la géographie n'est pratiquement pas enseignée, peut-être qu'on devrait commencer par là. Montrer un ensemble
et laisser l'enfant arriver au secondaire quand il a acquis certaines connaissances, certaines, comment dirais-je, pour pouvoir faire sa propre critique et faire ses propres choix. Et là, on peut lui parler de religion. Je pense aussi que toute la question éthique qui va rester, j'espère rester, va apprendre le respect. Pas le dialogue de respect sans critique, mais un véritable échange, peu importe qu'il soit portugais et autres. C'est pas normal qu'un enfant qui se croyait québécois d'origine, je sais pas, syrienne, finit par être pointé du doigt comme musulman, alors que c'est pas ça qu'il vit. Alors, et les parents aussi, c'est frustrant pour les parents, parce que les parents ont un impact important. Ils sont croyants, non croyants, ils ont diverses croyances, ils se sentent démarqués en retrait par rapport à ça et non respectés. Et les enfants sont perdus là-dedans. Mon petit-fils, c'était ça qui est arrivé. Les recommandations du CSF semblent excellentes. Savez-vous si les démarches ont été faites auprès de partis politiques qui pourraient se les approprier? Il reste 1 minute, il y a plusieurs questions en ligne. Et En fait, très sincèrement, je ne sais pas, mais ce serait bien, effectivement, aujourd'hui, s'il y a des partis politiques qui suivent, ils savent à partir d'aujourd'hui que le Conseil du statut de la femme a fait un très bel avis là-dessus et ils devraient aller le consulter et peut-être ceux qui sont en politique pousser un petit peu le gouvernement à revoir ce programme qui vraiment beaucoup plus divise et stigmatise nos enfants que appelle à un vivre ensemble et un bien commun. Une dernière question. Quelles sont les actions concrètes que PDF compte mettre en place pour faire abolir le cours, pour abolir le volet culture religieuse? Ben, d'abord, c'est de faire prendre conscience aux gens. Hein? On a fait déjà depuis plus d'1 an et demi qu'on travaille sur tous les manuels sur ce sujet. Donc, c'est faire des prises de conscience. Il n'y aura pas de changement s'il n'y a pas de prise de conscience. Alors, beaucoup de gens, ils ne savent pas ce qu'ils donnent. On a déjà fait une conférence dans le cadre du Festival du monde arabe. Il y avait une centaine de personnes dans la salle et ça a été le tollé un peu de scandaliser. Quoi? C'est ça qui est enseigné? Donc, les gens ne savent pas, les parents ne le savent pas, parce que les livres, comme ils sont coûteux, ils sont gardés à l'école. Donc, les parents ne voient pas ce que font leurs enfants, parce qu'ils feraient sans doute la même chose que plusieurs quand ils les voient, c'est « Ah, quoi, c'est ça? » Mais il faut faire quelque chose, il faut le dire. Alors donc, première prise de conscience, je pense qu'il y a des associations de parents, il y a des associations de professeurs aussi qui sont syndiqués ou pas, mais à qui il faut parler. Puis il faut parler aussi aux représentants, les porte-paroles en matière politique, en matière d'éducation, qui sont chargés d'administrer toute la question de l'éducation et au Parlement. Je pense à l'Assemblée nationale, c'est important de leur faire prendre conscience que ce n'est pas anodin ce qui est enseigné, c'est l'avenir du Québec. Quel genre de Québécois qui vont s'exclure des autres? Est-ce qu'on va former des ghettos ou on va faire société ensemble? Alors ça, c'est très important. Le respect de la diversité, c'est important, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe quoi, et surtout, apprendre véritablement le vivre ensemble, avec des valeurs de base. Alors, merci beaucoup d'être connectés. Vous nous voyez, nous ne nous voyons pas, mais j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer quand on va aller vous voir aussi à l'intérieur, soit vos associations de professeurs. Et si vous voulez une conférence avec à votre école, une journée pédagogique à votre commission scolaire, ça va nous faire plaisir d'y aller. Alors, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez-y parce que là on s'en seul un peu. Merci.